sur les congés payés. Un petit point synthétique, et après je vous proposerai un petit cas pratique. Petit cas pratique, notamment sur les questions de report. Petit point, acquisition, report. Ce qui va changer avec cette loi, ce qui a changé, puisque la loi est en vigueur depuis le 24 avril dernier, c'est l'acquisition. On a vraiment cette acquisition qui va être donc différente dans le cadre du travail, bien évidemment, je ne vais pas repréciser, 2,5 jours ouvrables par mois. Dans le cadre d'un AT ou d'une maladie professionnelle, 2,5 jours ouvrables par mois. Dans le cadre d'une maladie, désormais, donc 2 jours ouvrables par mois. Donc on a ce distinguo, maladie d'un côté, 2 jours ouvrables par mois de travail, et travail réel, ou accident de travail, ou maladie professionnelle, où là, on a 2 jours et demi. On vient créer avec cette loi 2 règles de report qui n'existaient pas avant. Première règle de report, cas numéro 1 de report, c'est si jamais le salarié, du fait de son arrêt de travail, maladie, accident de travail, maladie professionnelle, le salarié, il n'a pas pu poser tous ses congés. Il était malade, il dépasse la date du 31 mai pour poser son solde de congé qu'il avait à prendre. En fait, il a passé la date donc de la période de prise des congés. Mais il ne les perd pas. La loi vient dire, ces congés-là, alors il y a une jurisprudence qui le disait, que ces congés n'étaient pas perdus. Mais là, la loi, elle dit, ces congés-là, ils ne sont pas perdus. Par contre, ils sont à prendre dans les 15 mois de la reprise et plus précisément en cas de, dans les 15 mois suite à l'information que l'on a donnée à la reprise du salarié, donc à la fin de son arrêt. Donc, premier cas, numéro 1, le salarié, il était en arrêt, peu importe la qualification, maladie, accident de travail, maladie professionnelle, il n'a pas pu consommer tous ses droits qu'il avait acquis précédemment avant son arrêt. Et donc, quand il revient, ces droits qu'il avait en stock avant son arrêt, eh bien, il doit les consommer dans les 15 mois de sa reprise. N'hésitez pas à me passer des questions si vous souhaitez des précisions. Mon salarié, deuxième cas de report numéro 2. Mon salarié, eh bien, il est en longue maladie, en long arrêt de travail, maladie, AT ou maladie professionnelle. Et en fait, il a été absent en totalité sur une période de référence d'acquisition des congés. Donc, il a été absent en totalité, par exemple, du 1er juin 2023 au 31 mai 2024. Et donc, il a été donc en totalité sur les 12 mois en absence, et son absence va se prolonger. En fait, on a ce cas de report numéro 2 qui, lui, est tout à fait particulier parce qu'il ne nécessite pas d'informations particulières du salarié et il ne nécessite pas non plus la reprise du travail du salarié. Donc, ça veut dire que dès que vous allez passer cette période de référence, je reprends mon exemple, mon salarié il est absent sans reprendre sur la totalité, sur les 12 mois, donc du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, en fait, arrive le 1er juin 2024, vous avez là, automatiquement, tout seul, sans information particulière, un délai de report qui part sur ces 24 jours qui ont été acquis sur cette année de référence où le salarié donc a été totalement en arrêt. Donc, le 1er juin 2024, dans mon exemple, vous avez directement le délai de 15 mois de report qui part tout seul. Et on va le voir, mais si le salarié ne revient pas,
dans les 15 mois, c'est fini, il les aura perdus. Si il revient, on va le voir aussi, il faudra l'informer de ses éventuels, de cette date de report et de ses droits à utiliser avant tel ou tel. Sur l'acquisition. Sur l'acquisition, je vous ai rappelé les règles, hein, règles donc 2,5 jours d'acquisition ouvrable par mois de travail, 2 jours ouvrables par mois pendant l'arrêt maladie, donc 2,5 aussi, hein, on l'a dit, AT et maladie professionnelle. On a également une règle d'équivalence qui nous dit que un mois de travail égale 4 semaines ou égale 24 jours, et dans tous les cas, ça permet aux salariés d'avoir l'intégralité de ses droits, soit 2,5, donc soit 2 en fonction de la qualification des arts. C'est le cas, je vous ai posé tout à l'heure, hein, le salarié qui est absent 2 mois sur la période, combien de jours de congé il va avoir? Le salarié qui est absent 2 mois dans la période, il va avoir donc 10 mois, a priori, hein, s'il est absent 2 mois, c'est qu'il est 10 mois au travail. Donc 10 mois au travail, ça me fait, si on est en jour ouvrable, 10 fois 2,5, donc 25. Il a été absent en maladie 2 mois, donc il a droit à 2 fois 2, 4, 25 plus 4, 29. Il a droit donc à 29 jours de congé. Alors, bonjour, j'ai une question donc sur le chat. Bonjour, sur les arrêts de moins d'un an, l'information de report est obligatoire même pour les petits arrêts de moins d'une semaine, par exemple. En fait, comment dire? L'obligation d'information, elle ne tient que si vous avez un intérêt particulier pour faire courir un délai de 15 mois pour que le salarié vienne utiliser ses droits. C'est en fait à votre avantage, cette réglementation-là. C'est pour l'entreprise que ça a été créé. Si vous ne faites pas partir les courriers d'information, la seule conséquence, c'est que vous ne pourrez pas opposer au salarié qu'il avait 15 mois pour épuiser ses droits. Vraisemblablement, là, sur un arrêt de moins d'une semaine, je ne vois pas effectivement est-ce que ça aurait vraiment un intérêt de faire partir le courrier? J'ai un doute, hein, j'ai un doute. Parce que le cas numéro un, pardon, je le rappelle, mais on va le revoir, hein. J'ai développé ça sur les diapos d'après. Le cas numéro un, c'est le petit arrêt, mais qui a empêché le salarié de prendre ses jours de congé. Parce que son petit arrêt fait que il n'a pas pu solder son compte, son compteur au 31 mai. Alors, est-ce que vous mettez à zéro les congés payés au 31 mai ou plutôt au 1er juin de chaque année? Deux, effectivement, sur un arrêt de moins d'une semaine, vous voyez bien la conséquence, ou pas bien l'empêchement que que ça aurait pu provoquer. Justement, report. Report, donc je vous ai rappelé vraiment ces deux cas bien distincts, hein, pour pas mélanger les choses, il faut vraiment le voir comme ça. On a deux cas différents de report de congé payé. Premier cas, donc, vous avez, premier cas, un salarié qui est en maladie ou accident de travail de moins d'un an. Et en fait, cet arrêt va faire qu'il ne va pas pouvoir, il est dans l'impossibilité de solder donc ces congés qui étaient à prendre avant le 31 mai, donc avant la fin de la période de prise des congés. Mais en fait, je vous ai remis l'article. Le Code du travail nous dit, lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, donc pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congé tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de 15 mois. Donc, vous voyez bien ma première question tout à l'heure. Est-ce que ces reports de 15 mois
Ça concerne uniquement des congés acquis en maladie ou acquis en accident de travail ou acquis... non, ça va concerner tous les congés que le salarié avait sur son compteur avant son arrêt. Ces congés ils devaient être pris avant le 31 mai. Ben, il était en arrêt pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois. Euh, et il a passé cette période, cette date du 31 mai, il n'a pas pu solder ses congés. Ben, quand il va revenir, donc, je vais pouvoir lui remettre son petit courrier. Je ne peux pas le remettre avant, hein, je ne peux pas faire partir les 15 mois avant son retour dans l'entreprise, hein, avant la reprise du travail. Je lui donne son petit courrier, je l'informe qu'il a des droits à utiliser, tant de droits jusqu'à telle date. OK? Le cas numéro 2, il va être plus intéressant peut-être en termes de volume de droits. Il va être aussi plus intéressant parce que il règle la question des longs arrêts, des longues maladies par exemple, où vous allez avoir le salarié qui est absent pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans et plus si affinité. C'est un peu la question que je vous ai posée tout à l'heure, hein. Est-ce qu'un salarié qui est absent depuis 10 ans, bah, il peut revendiquer 10 fois 24 jours ouvrables? Et la réponse était non. La réponse est non. Pourquoi? Ben parce que justement, on va avoir ce cas de report numéro 2, et ce cas de report numéro 2 va automatiquement, à un certain timing, bien évidemment, automatiquement faire courir des périodes de report de 15 mois. Par définition, bah, le salarié, s'il ne revient pas dans les 15 mois, il ne pourra pas les prendre, les congés qui ont été comme ça étiquetés à consommer impérativement avant 15 mois. Le salarié ne pourra pas les prendre et donc forcément, donc, vous allez avoir ces droits qui vont s'annuler au bout de 15 mois et ainsi de suite. Euh, Même s'il n'y a pas eu d'infos données aux salariés, oui, ce cas numéro 2 ne nécessite pas d'informations spécifiques pour le salarié. Ce cas numéro 2, donc, c'est vraiment le cas où le salarié va être en arrêt sur toute une période de référence. Hein, c'est l'exemple que je vous citais tout à l'heure. Il est absent depuis le 1er juin 2023 et il n'est jamais revenu. Eh bien, au 31 euh, il est absent depuis le 1er juin 2023, au 31 mai 2024, hein, il m'a fait toute ma période de référence en absence pour maladie. Et bien, au 1er juin 2024, à la fin de cette période d'acquisition, va partir automatiquement, va courir automatiquement un délai de report, un délai de 15 mois. Et donc, ces 15 mois-là donnent la possibilité aux salariés de prendre les droits acquis sur la période de référence qui vient juste de s'achever. Il est certain que si le salarié ne revient pas, il ne pourra jamais les poser. S'il ne revient pas avant les 15 mois, il les aura perdus. Le salarié, par contre, il peut venir. Il peut revenir. Si le salarié revient, là, ce sera une autre musique. Si le salarié revient dans cette période de 15 mois, eh bien, là, il va falloir lui donner une information. Il va falloir lui donner une information parce que, eh bien, il est en cours de péremption de droit sur sur cette période de référence où on a déjà fait partir un délai de 15 mois. S'il revient 5 mois après, eh ben, il lui restera 10 mois. Il faut l'informer qu'il lui reste 10 mois pour utiliser ces jours. Donc, cas de report, vous l'avez compris, numéro un, mon salarié, il n'a pas pu prendre tous ses jours à la fin de la période de référence. Quand il revient, je l'informe. Cette information fait partir un délai de 15 mois. Cas numéro 2,
mon salarié, on est sur de la longue maladie, il a été absent pendant plus d'un an, donc pendant toute une année de référence. Au 1er juin suivant donc la fin de cette année de référence, part automatiquement un délai de 15 mois. Si le salarié ne revient pas, le salarié a perdu, ne revient pas dans ces 15 mois, hein. Le salarié a perdu. Si le salarié revient, eh bien, à ce moment-là, je dois l'informer. Parce que si je ne l'informe pas, ce délai de 15 mois va être suspendu le temps que je l'informe. Donc, je ne pourrai pas lui opposer. Alors, j'ai une question en direct, ce qui veut dire qu'un salarié absent à maladie 3 ans ne pourra cumuler que 15 mois de CP. Alors, c'est un peu plus compliqué. J'ai fait un petit, j'ai fait un petit schéma. En fait, oui, chaque fois, l'acquisition, elle est sans limite. Mais l'acquisition est sans limite, mais chaque fois que le salarié a une année de référence pleine, donc là, ces droits-là qu'il vient d'acquérir, ils sont affectés de 15 mois. Et donc, passé 15 mois, c'est fini. Et ainsi de suite. Donc, il faut prendre toutes les dates précises de l'absence, toutes les dates des périodes de référence, et puis après déterminer la règle. À partir de quand le délai de report est parti, à partir de quand le salarié, enfin jusqu'à quand le salarié avait pour les prendre, et ainsi de suite. J'ai Sandy qui me pose la question. En cas de sortie pour inaptitude, on doit tout de même payer les congés acquis durant 3 ans de maladie, par exemple. Euh, on doit payer les jours qui sont pas prescrits. Dès lors que, il y aurait un délai de 15 mois aurait été échu, ces droits-là sont à zéro. Enfin, on n'a pas de. euh, Enfin, soit je comprends pas votre question, soit enfin, on va être sur ce principe-là. Si j'ai pas compris votre question, n'hésitez pas à me la repréciser. Rétroactivité. Hein, on a parlé de la rétroactivité sur cette réglementation. Je vous ai fait une petite diapo sur la rétroactivité. Rétroactivité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est venu, hein, je ne l'ai pas rappelé, mais on est sur les jurisprudences de décembre, décembre, pardon, du 13 septembre 2023, et la Cour de cassation va nous dire au final, cette réglementation, elle aurait dû être appliquée depuis le 1er décembre 2009, et c'est pour ça que la loi va indiquer qu'elle fait rétroaction, qu'elle rétroagit dans ses effets jusqu'à la date du 1er décembre 2009. 1er décembre 2009, rétroactivité de l'acquisition des 2 jours ouvrables par mois en maladie. On nous dit dans la loi, pas de rétroactivité pour l'accident de travail et la maladie professionnelle. Donc, la loi nous dit, pour la T et la maladie professionnelle, on reste sur les 2 jours et demi acquis durant les 12 premiers mois et après rien. Sur tout ce qui se passe avant le 24 avril, tout ce qui se passe avant l'entrée en vigueur de la loi. Elle nous dit également que le cumul de toute cause d'acquisition de congé, cumul sur une même période de référence, donc est limité à 24 jours ouvrables par an. Ça veut dire que si je reprends mon exemple, que j'ai travaillé 10 mois, j'ai obtenu 25 jours et j'ai eu 2 mois de maladie, en fait, dans mon exemple, le salarié avait droit à 29. Là, en rétroactivité, vu qu'il a plus de 24 ou qu'il a 24, je lui dois rien de plus. Les règles de report. Les règles de report sont rétroactives. Néanmoins, pour le cas numéro 1, vous n'avez pas manqué de voir qu'il fallait informer le salarié.
par définition, j'ai pas informé mon salarié. Donc, la rétroactivité n'a pas d'effet. Certes, cette réglementation est rétroactive, mais dès lors que j'ai pas informé mon salarié, la rétroactivité n'a pas d'effet. Cas de report numéro 2, ben en fait, on va avoir une rétroactivité. Et là, j'avais pas d'information à faire. Si le salarié n'est pas revenu dans les 15 mois, j'avais aucune information à faire. Tant sur ben, le départ de ce délai de report de 15 mois, et autant qu'à l'arrivée, pour dire ben, finalement, là, les 15 mois sont passés, donc c'est zéro. Donc, si le salarié n'est pas revenu dans ce délai de 15 mois, bah, il n'y a pas de problème. Application rétroactive. La rétroactivité n'est pas uniquement au bénéfice du salarié. Là, clairement, la rétroactivité de ces dispositions, c'est pour protéger l'entreprise. A contrario, le salarié, il est revenu, on est toujours hein, sur un cas d'application rétroactive, mais sauf que le salarié, il est revenu. Il est revenu au bout de 10 mois de son délai de report de 15. Ben, par définition, j'aurais dû l'informer pour pas que le délai de report soit suspendu. Comme je ne l'ai pas informé, je ne pourrais pas, sur cette période-là où le salarié est revenu et donc a cassé finalement cette période de 15 mois, je ne pourrais pas rétroactivement dire que les 15 mois sont écoulés. Cette loi est également un peu curieuse sur les aspects de prescription et d'action en justice. On vient nous dire, hein, on vient distinguer en fait, c'est un peu formel, hein. Euh, on ne sait pas ce que donnerait une décision de justice d'ailleurs sur ce point-là, mais on vient distinguer le salarié qui est toujours dans les effectifs, où là on pose un principe d'un délai de forclusion de 2 ans. Donc dès lors que le salarié est toujours dans les effectifs, il a droit à un délai de forclusion de 2 ans. Donc il a 2 ans pour agir à compter donc du 24 avril. Il a 2 ans pour réclamer ses droits créés donc depuis le 1er décembre 2009. S'il n'agit pas dans les 2 ans, c'est fini. Pour le salarié sorti des effectifs, ben, c'est assez curieux, mais le texte ne vise pas ce même délai-là de 2 ans, mais nous dit prescription triennale, donc prescription de 3 ans à compter de la date de rupture du contrat de travail du salarié. Très sincèrement, la jurisprudence de la Cour de cassation me semble quand même différente et à mon sens n'a quelques risques que les juges écartent ce distinguo parce que il n'y a pas vraiment de raison juridique à se faire, hein, à cela. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions sur la rétroactivité, à m'en faire part dans le chat. Je vous ai fait un petit exemple d'application, de cas de report et de rétroactivité. Ce petit exemple, bah, je vais, c'est un cas réel, hein, c'est un cas réel qui nous a été soumis ces dernières heures, et donc j'en ai tiré une petite diapo pour essayer d'éclairer tout le monde. On a un salarié qui est en arrêt maladie, il n'a jamais repris depuis son arrêt, et il est en arrêt maladie depuis le 1er juin 2020. Donc depuis le 1er juin 2020, le salarié est en arrêt. Donc, on va regarder déjà ces différentes périodes d'acquisition. Et on va essayer de caler ces délais de report. Chaque fois qu'il a été en arrêt intégralement sur la période d'acquisition précédente, le délai de report part automatiquement au 1er juin de l'année. Et en fait, ça va nous donner ça. Ça va nous donner ça. Mon salarié, donc, il est en arrêt depuis le 1er juin 2020. Eh bien, au 1er juin 2021, il a bien eu ses 12 mois complets en maladie
sur la période précédente. Donc, automatiquement, au 1er juin 2021, par ce délai de 15 mois, qui va me permettre d'avoir une expiration des droits au 1er septembre 2022. Mais en même temps, le salarié, il poursuit son arrêt. Donc, vous voyez, on va avoir des périodes d'acquisition qui se suivent, bien évidemment, et donc des périodes d'expiration de droits qui vont également se suivre, se chevaucher. Les droits donc acquis entre le 1er juin 2021, 31 mai 2022 vont donc eux aussi, à partir du 1er juin 2022, connaître un délai de report donc jusqu'au 1er septembre 2023. Idem pour les droits 2022-2023 qui, eux, expireront au 1er septembre 2022. 4, hein, pas 23, pardon. Il y a eu une petite coquille 24. C'est OK sur ce principe. Ça paraît un peu ésotérique, mais on a comme ça ces périodes qui vont glisser gentiment. Le tout, vous le comprenez, hein, c'est vraiment pour autant que faire se peut, limiter l'impact négatif pour les entreprises. C'est pour cela qu'au niveau de la réglementation, on est venu essayer de faire ces périodes et de limiter justement, de réguler automatiquement le solde au fur et à mesure de l'arrêt qui perdure. Je vous ai fait un petit question-réponse. C'est des points qu'on avait déjà abordés, notamment lors de la dernière webconférence. Donc voilà, je voulais que vous ayez une plaquette bien complète. Et donc voilà, on vient de le dire, on vient de dire ces points, mais ça me semblait important de vous les rappeler. Vous m'avez posé la question tout à l'heure, hein, de l'obligation de ce délai, d'informer de ce délai de 15 mois. La réponse, celle que je vous ai faite, c'est que de toute façon, ce délai de 15 mois, il est pour vous. Dès lors que vous n'entendez pas bénéficier de ce délai, quelque part, vous lésez pas le salarié à ne pas l'informer de ce délai. La seule personne que vous lésez, c'est vous, parce que du coup, vous ne pourrez pas, à un moment ou un autre, dire aux salariés, attendez, regardez, là, ces droits-là, vous êtes revenu d'arrêt il y a 15 mois, donc ces droits, vous auriez dû les prendre, donc ils sont perdus.